Allez Christophe, c'est à vous. On y va. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Je voudrais revenir avec vous sur quelques moments de l'émission qui m'ont interrogé. Le premier, c'est quand on a évoqué le diktat, une sorte de diktat qu'imposeraient les agences de notation et les banques sur les gouvernements, des gouvernements consentants, vous nous avez dit. D'ailleurs, on va vous réécouter sur l'hypothèse où un ministre des Finances du Front de gauche devrait affronter son premier banquier. On vous écoute. Quelles sont les banques qui ont pris à la gorge la Grèce? Qui sait? Parce qu'on dit les marchés, tout ça, c'est des mots. C'est 5 banques, 3 françaises, 2 allemandes. Eh bien moi je vous dis que si un banquier avait le front de venir voir le ministre des Finances d'un gouvernement de front de gauche pour lui dire finalement, eh bien maintenant c'est à 12% qu'on vous prête, eh bien nous le répondrons, ah c'est dommage, c'est très cher, parce que c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Vous expliquer concrètement quel va être à ce moment-là politiquement, est-ce que vous les nationalisez? Comment vous faites pour faire payer les banques? Alors je me suis déjà plusieurs fois bien expliqué sur le sujet, donc je vous le dis pour que vous compreniez bien que je suis l'homme de la radicalité concrète. Bien. Donc je gouverne le pays. Pour une raison que M. Mazerolle l'a bien décrit, les agences de notation, tout d'un coup, qui sont des amis de la démocratie, comme on vient de le voir en Égypte, nous baissent la note et donc mettent à contribution le peuple français de plusieurs milliards qu'il va falloir qu'ils crachent par leur travail. Donc il y a 2 solutions. Ou on fait le petit garçon, on passe sous la table, et on dit oui, pardon, comme a fait Papa Andréou, ou bien on fait comme on fait les Islandais. Ils disent est-ce qu'on paye ou pas? Ils votent, les gens ont voté à 95%, non, on ne paye pas. Voilà. Très bien, donc les autres, ils remballent leur matériel, et c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force entre prêteur et emprunteur. L'emprunteur descend. Et nous ne sommes pas un petit pays, la France. Nous avons un système bancaire, nous avons des réserves, nous avons notre propre capacité à emprunter à nos propres concitoyens. Nous avons donc la masse suffisante pour faire face aux événements. Qu'est-ce qui nous tient à la gorge? L'obligation d'aller emprunter sur le marché privé. Et sur ce marché privé, donc cette obligation, elle résulte de la loi. Ce n'est pas une loi de la nature. C'est parce qu'on a décidé que les États n'auraient plus le droit d'emprunter aux banques centrales. Au contraire de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Ni à la nôtre, ni à la Banque Centrale Européenne. Donc la première chose à faire, c'est de dire, voilà, je vous dis les yeux dans les yeux, les Français ne paieront pas, pour vous faire plaisir, du 3% auquel nous sommes, au 8 ou au 9, simplement parce que vous prétendez qu'il y a un doute sur la stabilité. Et vous croyez que les banques s'aligneront? Les banques seront contraintes de le faire, de gré ou de force. Vous avez vu qu'en 1983, vous étiez bien placé pour le savoir. Oui. À un moment donné, il a fallu se plier à la réalité économique et donc abandonner certains idéaux, une politique et faire quelque chose de beaucoup plus classique avec Laurent Fabius. Attendez, changeons pas l'histoire. La totalité de ce qui a été acquis en 1981 a été conservé jusqu'au bout. Je voudrais rappeler que le président Mitterrand a refusé de signer les ordonnances de privatisation. Que s'est-il passé en 83? Nous avons dû dévaluer 4 fois. Pourquoi? Parce qu'on avait une monnaie nationale et que nous avons eu contre nous la conspiration des marchés financiers internationaux. Je vous signale que maintenant nous avons l'euro. Nous ne sommes plus dans la même situation. Il n'y aurait pas eu 83 Deuxième si élément. On a eu l'euro à l'époque. Pardon? Il n'y aurait pas eu 83 vraisemblablement. Parce que nous avons aussi un rapport de force avec les autres. Nous ne sommes pas comme ça, là, des gens à qui on dit faites ci, faites ça. Vous jouez le bras de fer avec les banques et vous pensez que vous allez gagner. Je joue le bras de fer et la confrontation. Je dis aux gens, soyez raisonnables. Si vous prêtez de l'argent à un taux raisonnable, on comprend qu'il faille payer. On emprunte, on paye un service. Mais demander du 8, du 9 ou du 10 à un pays comme nous n'est pas acceptable. C'est l'équivalent que de faire passer une division de chars à travers notre pays. Ça s'appelle une agression. Et si nous étions agressés militairement, on se défendrait militairement, pas avec du blabla, ni en disant aux gens, je vous en prie, rentrez et cassez le moins possible. Nous agresser économiquement, c'est nous agresser comme on le ferait militairement. Et donc, nous ripostons. Et on riposte d'une manière qui permet à ceux qui nous regardent de comprendre qu'il y a un risque pour eux aussi. Je vous signale que l'écroulement de la France, parce que, allons là, au bout des choses, à qui ça profite, s'il vous plaît? À personne. C'est tout le système qui casse la figure. Personne ne peut jouer contre la France, pour la raison que si elle tombe, tout le système tombe. Pas seulement le système de l'euro, mais également une bonne partie du système bancaire mondial. Donc il faut que les gens reviennent au calme et à la raison, à la condition qu'il y ait des dirigeants politiques qui ne s'écroulent pas par terre au premier coup de canon. Voilà. Et moi, je pense que les banquiers comprennent ce langage-là. D'ailleurs, chaque fois qu'il leur a été opposé, ils sont vite devenus raisonnables. Aussi longtemps que l'Argentine s'est pliée aux injonctions du FMI, elle n'a cessé d'être raclée et re-raclée. Du jour où elle a décidé qu'elle ne remboursait plus une partie de sa dette, tout le monde est devenu raisonnable. Et on a commencé à discuter avec l'Argentine. Alors, voilà la réponse concrète que je peux faire à la question que vous m'avez posée. Mais je voudrais vous dire qu'il y a, c'est trop technique, des dizaines de mesures que nous pourrions prendre pour éviter qu'on spécule contre nous. Trouvez-vous normal qu'en Grèce, des gens aient pu acheter une assurance qui garantit un titre de dette qu'ils ne possédaient pas?
La dette, c'est vous qui l'avez, l'assurance, c'est moi qui l'ai, et c'est Mazerolle qui paye. Donc si c'est moi qui ai l'assurance, j'ai qu'une hâte, c'est que Mazerolle ne paye pas. Parce que moi, qui n'ai payé que le prix de l'assurance, eh bien je ramasse le profit total de ce qu'il vous a emprunté. J'espère que tout le monde a pu suivre cette petite démonstration, mais elle revient à dire que ces mécanismes spéculatifs doivent être brisés. Et ça, c'est la loi qui le permet. Je vous ferai remarquer que ce que je viens de dire à cet instant, c'est ce que Mme Merkel a proposé. Alors comment se fait-il que quand Mme Merkel l'a proposé, on ne l'ait pas fait immédiatement? C'est qu'en France, les suppôts des banquiers tiennent le pays, on dit pas question. Jean-Luc Mélenchon, deuxième moment de l'émission, deuxième question. C'est une téléspectatrice de BFM Télé qui vous avait demandé justement comment faire pour que vous ne soyez pas le diviseur de la gauche, notamment de la gauche. Et voici votre réponse. Ben, je fais ce que je peux. Déjà, armé d'un inépuisable optimisme, quand bien même, lorsque je joue de la mandoline, on me verse des seaux d'eau froide sur même la quand tête. Besançon dit moi, jamais le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ça? Alors moi j'ai une proposition, je vais vous faire le petit télégraphiste d'Olivier Besançon qu'on a vu sur RMC et BFM Télé vendredi. Il dit, ma chiche, moi je suis d'accord pour ne pas être candidat, pour avoir une candidature commune, y compris avec Mélenchon, mais il ne faut pas que ce soit lui qui soit candidat, ça ne sera pas un président de parti, il faut par exemple qu'on trouve un syndicaliste pour représenter tout le monde. Ah mais attendez, moi jamais ma personne ne sera un obstacle à ce qu'on s'accorde, jamais. Donc vous dites donc oui, si c'est moi le problème, c'est pas un problème. C'est ce qu'il a l'air de dire, il a dit il ne faut pas que ce soit un chef de parti, il faut qu'on trouve un syndicaliste. Mais Olivier, que je respecte pour la force de son engagement, a toujours une excuse en poche. Quand on est allé aux européennes, c'était parce qu'avant, ceux qui étaient là avaient été avec les socialistes. Bien, alors on a dit, écoute, là c'est pas le sujet, puisqu'on a tous voté non. Non, c'était indépassable. Après, et il fallait que le front soit durable, disait-il. Ensuite, on est arrivé au régional. Il a dit, ah ben non, on ne peut pas être avec vous parce que vous allez aller dans les exécutifs. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un seul membre du parti de gauche dans un exécutif. On avait dit, mais c'est normal que chaque parti évalue la situation à sa manière. Donc vous ne pouvez pas comme ça faire la loi à tout le monde, décider à la place des communistes. Si vous n'êtes pas membre du parti communiste, vous décidez à la place du PG. Donc à chaque fois, il y a un nouvel argument, un nouveau prétexte. Mais je le redis, si c'est ma personne qui est un problème, et vous pouvez dormir tranquille, les amis, mais racontons pas d'histoire. Je sais très bien quels sont les votes qui sont en train de se faire dans le NPA aujourd'hui, et ils ne vont pas du tout dans le sens de ce que vous a dit sur ce plateau monsieur Olivier Besancenot. Ils ne sont pas en train de dire « Ah, si c'est pas Mélenchon, le seul obstacle que nous avons, c'est Mélenchon. » Parce que si le seul obstacle, c'est Mélenchon, il est prêt à tout moment à repasser le collier à qui le veut. Vous voyez un syndicaliste, par exemple, qui pourrait incarner... Mais franchement... Ça fait des mois que j'entends ça. On me dit on va trouver ci, on va trouver là. Chaque fois qu'on pense qu'on en a trouvé un, non, c'est pas le bon, il en faut un autre. Tout ça est ridicule. Et puis j'ajoute une chose, c'est pas un problème de personne, figurez-vous. C'est pas Mélenchon ou un syndicaliste ou je sais pas quoi. C'est un problème de programme. Et pour traiter de programme, il faut discuter sérieusement. Nous sommes en train de le faire avec le programme partagé. Nous y passons des heures et des heures à travailler sérieusement sur le programme, pour aller plus loin que la dernière fois en 2007. Car je ferai remarquer qu'en 2007, il y avait une espèce de plateforme qui avait été mise au point. Nous y travaillons. Eh bien, qu'ils viennent travailler avec nous, puis après, ils diront que le reste se règle. Ils ne veulent pas. Deuxièmement, je ferai remarquer qu'à renvoyer tout le temps à un peu plus tard le moment où on trouverait le Père Noël, la fée Clochette, l'enchanteur Merlin, qui viendrait régler tous nos problèmes comme un homme providentiel, nous n'y croyons pas. Moi, je suis un bûcheron laborieux, je prends mon boulot à un bout et je le finis à l'autre. Une minute, Jean-Luc Mélenchon, dernier moment fort de l'émission, et on va vous entendre, c'était votre appréciation sur les bons conseils du docteur Strauss-Kahn à la Grèce. Qui font de la politique de M. Sarkozy, si vous comparez la politique qui s'applique en Grèce sous l'autorité de Georges Papandréou, président de l'Internationale socialiste, et celle de M. Sarkozy est un doux humaniste à côté. Ça veut dire que Sarkozy est aussi un doux humaniste à côté de Dominique Strauss-Kahn, jusque-là. Quand j'ai dit cette phrase, je me suis dit, c'est clair, demain vont me la ressortir. On la ressort aujourd'hui, c'est mieux. Maintenant. Oui, ça s'appelle la pensée bout de ficelle, marabout de ficelle. En tout cas, de cheval, etc. Donc non. Voilà, bon, bien sûr que non. Donc c'est pas pareil. Tout à l'heure, quand vous mais disiez... j'ai le droit, comme homme de gauche, de dire, parce que c'est quand même incroyable, certains socialistes veulent qu'on ne parle de rien. On ne sait même pas qui va être leur candidat, mais il faut immédiatement qu'on se mette au garde à vous des campagnes. Vous avez dit que bien sûr, dans le cadre de la logique et la tradition de gauche, vous voteriez toujours pour le candidat de gauche le mieux placé, y compris Dominique Strauss-Kahn. Ah ben non, mais attendez, c'est quand même fort. J'ai beau me l'expliquer 10 fois, je ne dois pas être au point. Il va falloir que je fasse des progrès. Vous l'avez dit tout à l'heure que je vais faire des
voyez, alors, je vous dis que la tradition est que l'on se désiste au deuxième tour à gauche. On l'a toujours fait. Ah, voilà. Je suis en train de dire depuis 3 mois qu'on a un problème énorme, que ces désistements ne marchent plus. J'ai donné l'exemple des élections municipales et des élections régionales. Je dis que si on continue la catastrophe à présenter des gens qui ne sont pas digérables, on va à un désastre. Comment faut-il que je le dise? Donc ils choisiront bien qui ils veulent. Et moi, je ferai tout ce que je peux pour que le Front de gauche passe devant eux. Et vous verrez, messieurs, que les choses ne sont pas aussi simples qu'il apparaît d'abord. Parce qu'une fois qu'on aura enlevé du paysage ces artefacts sondagiers, où quelqu'un, avant même d'avoir dit qu'il est candidat, fait 60% des voix, et qu'on va revenir dans la glaise des idées et des comparaisons de programmes, ma partition sera jouée, et vous verrez que le résultat, c'est pas celui que vous croyez.